Ça fait ressortir l'insécurité, l'inconfort et l'insatisfaction des personnes. Ça fait appel, en fait, je veux dire, à l'insécurité, à l'inconfort et à l'insatisfaction des personnes. C'est ça qui rend le changement inconfortable. Si je vous dis, par exemple, de présenter cette diapo, est-ce que vous allez le faire? Je vais vous demander pourquoi vous êtes en inconfort, en insécurité. C'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est normal qu'il y ait une résistance au changement. Donc, dans ce qui est nouveau, il y a l'inconnu. Dans ce qui est nouveau, il y a l'inconscience. Et dans ce qui est nouveau, il y a peut-être l'incompétence. C'est-à-dire que peut-être vous ne serez pas capable d'appliquer ce changement. Voilà ce qui crée la résistance au changement. Donc, la gestion du changement consiste à éliminer tout ce qui est un. On a parlé tout à l'heure d'insécurité, d'inconfort et d'insatisfaction. Donc, ça consiste à éliminer les un, rendre ce qui était inconnu connu, rendre ce qui était inconscient conscient, et pour ceux qui n'avaient pas la compétence de les faire, c'est de les accompagner à pouvoir les mettre en œuvre. Et c'est ainsi que petit à petit, on va relever les les manifestations de la résistance au changement. Et pour relever l'inconnu, il faut informer, pour faire prendre conscience aux gens, il faut démontrer, et pour effectivement faire monter les gens en compétence, il faut les former, il faut les coacher. Donc, vers une culture organisationnelle d'amélioration continue, c'est amener progressivement la majorité, je dis bien progressivement, la majorité, voire la totalité des membres d'une organisation à adopter de manière pérenne les états d'esprit, les valeurs, les attitudes et les activités communes visant à l'amélioration continue. J'aimerais quand même revenir sur la réalité. Ça, c'est un modèle qui a été ressorti par Kubler-Ross. C'est une psychiatre russe, une psychiatre suisse, pardon, qui a ressorti ce modèle et qui est très répandu vers le monde, qui ressort les étapes naturelles du changement après l'observation, après plusieurs années d'observation sur ses patients. Elle a pu ressortir ce modèle-là. Ça s'est retrouvé, ça se regroupe. Aujourd'hui, c'est une référence. Donc, aujourd'hui, quand on va vouloir dire à une organisation, OK, je veux aller vers la démarche d'amélioration continue, quand on va annoncer, ou bien, quel que soit ce qui est nouveau, quel que soit ce qui est initiative nouvelle dans une organisation, les personnes qui vont écouter ça vont d'abord être sous le choc, dépendamment de la culture de l'entreprise, de l'environnement de l'entreprise. Et tout. Ils vont avoir sur le choc parce qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas eu à marcher par le passé. Ils vont tomber dans le déni disant que ça ne marchera pas de toute manière. Ils vont même pas y croire, en fait. Ça va d'abord choquer et puis après, on va tomber dans le déni, on va pas y croire. Et après, on va se rendre compte que on est quand même en train d'avancer. Et les gens vont commencer à se mettre en colère. Mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? De toute manière, ce n'est même pas possible. Et on nous impose ça. Voilà. Et, en fait, c'est naturel. Et à ce moment-là, ils vont commencer à négocier le changement, les raisons de ne pas mettre en place le changement. Là, c'est ça l'étape de négociation. Mais on continue d'avancer. Et là, ils vont se rendre compte que, attention, le train est en marche. On va juste faire et on verra ce que ça va donner. Ils vont le faire, mais dans un état d'esprit plus ou moins dépressif, toujours inconfortable en tout cas. Et à force de faire, il faut commencer quand même à accepter un peu. Parce qu'on ne veut pas rester dans cet état-là. Accepter, voir les petits résultats, les premiers petits résultats. Ils vont expérimenter, ils vont dire, ah ouais, ça marche. Décision, puis intégration. Donc, comme le cerveau doit traiter les nouvelles informations, il met en place des biais cognitifs, des mécanismes automatiques pour l'aider, mais qui peuvent se retourner contre lui. En fait, du moment où les choses ne sont plus ce qu'elles avaient l'habitude d'être, nous sommes toujours confrontés à devoir gérer émotionnellement les changements. Et les changements, pardon. Donc, en identifiant et en analysant davantage les comportements de vos collaborateurs ou des personnes qui sont dans l'organisation qui font face à ce changement-là, vous pourrez mieux déterminer à quel stade du processus nous sommes. Et à chaque stade, il y a une action à mener, en fait. Il y a une action à mener. Comme ça, vous serez à même de mieux comprendre et de mieux accompagner et à transformer la perception qu'ils ont du danger lié au changement et transformer tout ce qu'ils ont perçu comme danger en véritable opportunité de développement. À l'étape du déni,
qui est le choc initial et l'incrédulité face à l'annonce du changement, ce que nous devons faire, c'est de fournir des informations claires et cohérentes pour aider les personnes, l'équipe à comprendre le changement. Tout ça pour éteindre rapidement les rumeurs et éviter la désinformation. À l'étape de la colère, de la tristesse, de la peur, c'est là où il y a la frustration, la résistance, l'anxiété. Le rôle de leader de changement est de reconnaître ces émotions-là et de créer un espace sûr pour que les membres de l'équipe puissent exprimer leurs préoccupations. Donc, ne résistez pas aussi face déni à la colère. Montrez de l'empathie, comprenez-leur, mettez-vous à leur place, comprenez leurs émotions et rassurez simplement, rassurez, 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 rassurez. Étape 3, c'est la négociation. À cette étape-là, comme j'ai expliqué, c'est les personnes qui vont tenter de retarder ou d'éviter le changement. Votre rôle, c'est toujours d'écouter leur retour, hein, et d'être ouvert aux ajustements raisonnables. Continuez d'impliquer les équipes dans les décisions pour leur permettre d'être partie prenante et de leur faire prendre conscience qu'ils ont le contrôle. Qu'ils ont le contrôle. Excusez-moi, je suis passée à la diapositive. Qu'ils ont le contrôle. Donc, on va jouer aussi sur leur morale. La dépression, c'est justement cette période-là où voilà, on fait parce que bon, on nous a demandé de faire, on n'est pas encore très confortable. Et ce que le leader du changement doit faire, c'est d'offrir euh, des ressources nécessaires pour gérer la transition et rappeler tout le temps la raison pour laquelle on doit changer et les systèmes de soutien disponibles. Ensuite, il y a l'acceptation, c'est l'adoption des avantages du changement et la mobilisation des personnes. Voilà, c'est un peu ça. L'acceptation jusqu'à l'expérimentation, l'intégration, la décision et tout ça. Donc, par ce biais, le bon accompagnement que nous pouvons faire en tant que leader de changement, c'est d'aider nos collaborateurs ou les membres de l'organisation à bien accepter cette nouvelle façon de faire. Vous allez donc vous rendre compte que la gestion du changement a des composantes clés et stratégiques. Le changement, l'approche qu'il faut apporter, c'est une approche centrée sur l'humain. C'est les personnes qui agissent pour que le changement soit visible. C'est les personnes qui agissent. Donc, la gestion des émotions, des craintes est cruciale. La deuxième chose qui est une composante clé et stratégique de la gestion du changement, c'est la communication transparente. Elle est essentielle pour expliquer la vision, la raison et le pourquoi du changement et de maintenir l'engagement des personnes durant tout le processus de la gestion du changement. La troisième composante clé, c'est la planification et la méthode. Ça se planifie et on va suivant certaines méthodes. La quatrième composante, c'est le rôle central des leaders, ce que j'appelle les leaders, les champions, bien les relais, comment les appeler, les promoteurs du changement, les enthousiastes. Bref, dans les organisations, et vous le verrez tout à l'heure, c'est généralement le changement repose non seulement sur le leader d'organisation, c'est-à-dire le chef d'entreprise, le directeur général, le promoteur en fait, là où de l'organisation dans laquelle le changement va se mettre en place. Et ils ont un rôle central parce qu'une personne ne peut pas conduire le changement. Ça doit reposer sur plusieurs personnes qui vont être des relais. Et naturellement, la formation et le support. Donc, vous vous rendez bien compte que en tant que leader de changement, en tant que manager, en tant que leader d'organisation, en tant que chef d'entreprise qui veut apporter quelque chose de nouveau dans son environnement, dans son fonctionnement, dans ses processus, dans son positionnement, il faut s'armer des soft skills, des savoir-être et non savoir-faire que j'ai cité ici, la patience, l'humilité, l'empathie, l'enthousiasme, j'insiste sur l'enthousiasme parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir surtout cette énergie de devoir continuer et de faire face aux objections et aux résistances. La communication, l'engagement, la détermination, le sens du résultat.
et surtout le leadership. Naturellement, on parle de leader. Leadership, c'est celui qui inspire, c'est celui qui continue même quand c'est dur. C'est celui qui montre la voie, c'est celui qui, voilà, qui incarne la vision. OK? Je le dis parce que durant mes 6 années où j'ai eu à expérimenter ça de manière, je vais dire, au plus profond de mes tripes, j'ai dû développer ces soft skills-là et j'ai dû prendre conscience qu'il fallait absolument développer ces soft skills-là pour pouvoir mener le changement et surtout réussir. C'était pas facile. Je peux vous assurer que c'est au fil des années que je prenais conscience de certaines choses. C'est au fil des années parce que pendant mes 3 premières années, j'en parlerai même d'ailleurs, euh, je souffrais énormément. C'est tout ce que je peux dire. On va revenir là-dessus. Alors, les étapes du changement, rapidement. Un, on est en train de changer, on est bien en train de parler du changement vers une culture organisationnelle d'amélioration continue. Je précise. C'est vrai que là, je parle uniquement du changement, mais c'est vers une culture organisationnelle d'amélioration continue. Mais, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous voulez changer, quelle que soit l'initiative de changement que vous avez pris, les étapes restent plus ou moins pareilles. Alors, d'une école à une autre, d'un concept à un autre, ils peuvent être présentés un peu différemment, mais de manière générale, c'est un peu ça. C'est l'identification. La première étape, c'est l'identification du besoin en changement. La deuxième étape, c'est la planification du changement. La troisième étape, c'est la mobilisation et l'engagement. La quatrième, c'est la mise en œuvre du changement. Et la cinquième, c'est la consolidation, le renforcement, l'ancrage pour continuer de maintenir la culture. Première étape, identification du besoin en changement. Là, on prépare l'organisation au changement. Il faut identifier pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut changer? Les raisons sont diverses. Pourquoi est-ce que je veux changer? Tout part du pourquoi. Ça peut partir d'une observation, des observations diverses. Comme je disais dans ma vidéo, on se rend compte qu'il y a une démotivation, un désengagement total des salariés dans leur quotidien. Il n'y a plus de passion. On se rend compte que les chiffres d'affaires, la croissance de l'entreprise est en train de baisser. On se rend compte qu'on perd des parts de marché. On se rend compte qu'on a un taux de satisfaction clientèle qui n'est pas bon, bien qu'on se bat au quotidien pour pouvoir le faire. On se rend compte que les charges augmentent dans l'entreprise alors que la croissance ne suit pas. Pourquoi? Bref, il y a tous ces éléments-là qui peuvent conforter ou bien qui peuvent faire comprendre aux leaders d'organisation ou à l'ensemble du comité de direction d'une organisation de se dire, il faut qu'on mette en place une culture d'amélioration continue. Et naturellement, pour qu'ils décident de le faire, il faut qu'ils sachent de quoi est-ce qu'il s'agit. Et généralement, quand ils ont pris connaissance de la culture d'amélioration continue, le lean management ou bien la culture d'excellence opérationnelle, tout cela, ils peuvent se faire consulter, ils doivent même se faire consulter par des professionnels, des experts en la matière de ce qui est ce qu'est l'amélioration continue. Ici, on ne parle pas d'amélioration continue dans le détail, parce que c'est une notion extrêmement vaste, mais on parle de la gestion du changement. Mais sachez que l'amélioration continue, la mise en place de l'amélioration continue, de la culture d'amélioration continue et d'excellence opérationnelle dans une entreprise, c'est très, très, très vaste. Donc, première étape, c'est l'identification du besoin en changement. La deuxième étape, donc, c'est une fois qu'on a décidé qu'on va changer, c'est de rentrer dans la planification. Et la planification demande au départ que l'on ait d'abord une vision claire de ce qu'on veut de la culture d'amélioration continue. Si c'est que je me suis rendu compte que j'ai un ensemble de mes employés qui ne sont pas engagés, la vision serait d'avoir des employés enthousiastes et heureux de travailler dans mon organisation et très motivés. Si c'est que mon chiffre d'affaires est en train de baisser, ma vision serait d'avoir une croissance de 10% dans les 2 prochaines années, par exemple. Et que l'entreprise continue de croître d'un point chaque année ou chaque 2 ans. En fait, il faut avoir une vision claire de pourquoi est-ce que je veux mettre en place une culture d'amélioration pour commencer à planifier le changement. Et cette vision, elle doit être inspirante, compréhensible et alignée avec les valeurs et les objectifs globaux de l'entreprise. Comme je l'ai dit, je prends un exemple de vision qu'on peut formuler, devenir le leader de mon industrie en atteignant 0 défaut
et une satisfaction client de 100% grâce à l'implication de tous. Et ce qu'on recommande aussi à cette étape, c'est de définir un slogan de l'amélioration continue. Pour ce qui est de l'organisation dans laquelle je travaille, c'est bien hier, c'est de reconnaître que ce qu'on fait, ce qu'on faisait hier était bien. Parce que pour conforter les gens dans devoir s'améliorer, il faut accepter d'abord qu'ils font bien. Parce que les gens travaillent tous les jours. Meilleur aujourd'hui et excellent demain. Un autre slogan, ça pourrait être ensemble plus engagé, plus fort. Alors, ce sont des slogans que j'ai juste inventés comme ça aussi. Hein. Mais c'est des éléments qui permettent, qui parlent, qui permettent de créer, de susciter l'émotion vers les membres de votre organisation et l'acceptation. La deuxième étape, toujours dans la planification, une fois qu'on a défini cette vision-là, il faut créer des ateliers par unité où les membres de l'organisation s'approprient la vision, la mission et les valeurs déjà de l'entreprise. C'est important. Il est important que même avant d'aller vers la vision de la culture d'amélioration continue, rassurez-vous même que vos employés qui sont peut-être qui ne sont pas engagés, ou bien qui sont engagés, mais pour qu'ils soient encore plus engagés et qu'ils acceptent mieux le changement, qu'ils comprennent mieux le changement, qu'ils connaissent c'est quoi la vision de l'entreprise, c'est quoi la mission de l'entreprise, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, c'est quoi ce sur quoi l'entreprise s'est engagée. La vision, c'est la raison d'agir de l'entreprise. La mission, c'est sa raison d'exister. Et les valeurs, c'est les façons d'agir. Donc, il est important. Ensuite, on fait un premier kick-off meeting avec le top et le middle management de l'organisation relatif à la raison pour laquelle on veut aller vers une culture d'amélioration continue. Quand on fait, durant ce kick-off meeting-là, il faut obtenir leurs sentiments, il faut observer leurs sentiments et obtenir leur adhésion, leur acceptation. C'est important. Et c'est ça l'amélioration continue. Amélioration par tous, à toutes les étapes, tout le monde, les gens doivent se sentir impliqués et les gens doivent pouvoir sentir que leur, comment dire, leurs avis, là où vous avez défini les sujets prioritaires d'amélioration continue au sein de l'organisation, ça peut être effectivement le taux de satisfaction client est bas, le délai de livraison les délais de livraison sont trop longs. Ça peut aussi être que les coûts de revient de nos marchandises sont trop élevés, ce qui fait que les marges baissent. Bref, il y a plusieurs sujets qui peuvent être identifiés dans les différents départements et on décide que non, on va travailler sur ce sujet-là. Donc, ce sont ce que j'appelle les sujets d'amélioration prioritaire. On ne peut pas travailler sur tout en même temps. Revoir et maintenant revoir et définir les différents KPI des différents départements ou services. Parce qu'il est important d'apporter dans les activités d'amélioration continue qu'on réussisse à lier les améliorations apportées aux indicateurs de performance de service ou aux objectifs globaux de l'entreprise. Demander au top manager ou au middle manager de faire une première annonce, de déjà communiquer au sein de leurs équipes, organiser une journée. Après avoir fait ça, il faut donc organiser une journée de communication générale via des canaux que vous choisirez. Ça peut être via Teams, tout le monde va se connecter, via un Zoom en présentiel, via une vidéo à partager que le leader d'organisation aura monté, via un communiqué, bref. Il faut organiser une journée durant laquelle le leader d'organisation s'adresse à tout le monde et communique sur la transformation à venir et surtout sur ses avantages. Ça permet à tout le monde de comprendre que le leader est engagé là-dessus. Et ça contribue aussi à créer l'engagement un peu plus. Procéder aux affiches de la nouvelle vision, du nouveau slogan, le cas échéant. Donc ça, c'est la mobilisation et l'engagement. Maintenant, la mise en œuvre. Mise en œuvre donc, du changement, c'est procéder à la formation des équipes suivant le plan et le planning défini, naturellement. Et maintenant, dépendamment des chantiers ou bien des activités proprement dit, où on va appliquer l'amélioration continue. Ça peut être la résolution de problèmes, ça peut être des cercles de réflexion, ça peut être les chantiers 5S pour ceux qui sont dans l'excellence opérationnelle, ils savent ce que c'est. Ça peut être des concurrences, je vais dire des challenges d'élimination de gaspillage et tout cela. Voilà, on y va, on lance et on communique rapidement les résultats, les premiers petits résultats. Mettre en place un système de communication des premiers résultats. Il faut mettre en place des comités qualité et communiquer régulièrement sur les réalisations via des canaux bien déterminés et à des fréquences aussi bien déterminées. Ça peut être une fois par semaine, on affiche, ça peut être des affiches, ça peut être des communications via Teams, ça peut être des réunions ou
des réunions d'amélioration continue où on présente les premières améliorations mises en œuvre et à tous les niveaux de l'entreprise, en fait. C'est ça la mise en œuvre du changement. Et pendant cette mise en œuvre-là, à ce stade, il est important de pouvoir démontrer aux gens ce qu'ils gagnent en rentrant dans une culture d'amélioration continue. Là, j'ai ressorti un ensemble de je vais dire, de raisons pour lesquelles, je vais dire, d'intérêt pour les collaborateurs. Parce qu'il ne faut pas que les membres de l'entreprise perçoivent que non, on veut mettre en place une démarche d'amélioration continue seulement pour l'entreprise, mais ils doivent aussi pouvoir percevoir ce qu'eux, ils gagnent en changeant. C'est important. Voilà. Et aussi, ce que vous devez savoir, c'est qu'à cette étape de la mise en œuvre du changement, vous allez pouvoir identifier les promoteurs, les enthousiastes, ce que j'appelle les enthousiastes. Vous allez pouvoir identifier les passifs, les neutres, les gens pour qui ça existe toujours et ça existera toujours. Préparez-vous-y. Et les détracteurs, les personnes négatives, ça existera toujours. Mais ne vous offusquez pas. Utilisez les promoteurs pour être les ambassadeurs du changement et continuez petit à petit avec eux. Donc voilà un exemple, comme je disais tout à l'heure, de ce que vous pouvez dire à vos collaborateurs en qu'est-ce que je gagne en pratiquant l'amélioration continue. L'étape 5, puisque la présentation vous sera sûrement partagée, je pense que la technique sera là. Vous allez voir, je ne veux pas revenir en détail là-dessus. Et donc, finalement, c'est la consolidation et le renforcement. Dans tout élément de gestion du changement, il faut évaluer l'impact sur la qualité, la productivité, l'engagement des employés. De toute manière, plus haut, au niveau de la planification, j'ai dit qu'il fallait définir les KPI aussi d'animation de l'amélioration continue. C'est le taux d'engagement, le taux de présence aux réunions, le nombre d'améliorations mises en place. Ça peut varier. Ça peut même être l'augmentation d'un KPI que l'on voulait améliorer. C'est-à-dire, si je prends un exemple, le taux de respect des délais. Le taux de respect des délais, peut-être avant c'était de 50%, aujourd'hui on est à 52%. Donc il est important. Il faut pouvoir relier les améliorations mises en place à l'atteinte de ces objectifs, à l'atteinte de ces résultats qui sont favorables, qui sont meilleurs que précédemment. Donc, la consolidation aussi, c'est l'ancrage, c'est s'ajuster si nécessaire et pérenniser les changements. Le leader, les managers doivent pouvoir observer régulièrement leur méthode d'application ou de mise en œuvre de la culture d'amélioration continue et s'ajuster si nécessaire. C'est important. Il ne faut pas être rigide. On ne demande pas d'être rigide. Un changement bien géré transforme la résistance en opportunité de croissance et d'innovation. Quelqu'un qui était résistant, franchement, moi, mon expérience, c'est que quand les détracteurs deviennent promoteurs, oh là là, ça va dans tout. Je dis que c'est comme la fusée. Et il est important aussi d'identifier une journée dédiée à la célébration des avancées majeures grâce à la démarche d'amélioration continue. Ou profiter d'une journée de rassemblement, ça peut être lors de la fête du travail, d'une journée de sécurité. Bref, si vous ne voulez pas dédier simplement une grande journée à la célébration des avancées majeures de l'amélioration continue, vous pouvez profiter de ces moments-là pour célébrer et mettre en lumière les acteurs du changement. Les mettre en lumière, c'est important. Et à ce stade-ci, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour toujours bâtir la culture, parce que bâtir la culture, c'est transformer les états d'esprit. Bâtir la culture, c'est transformer les comportements, c'est transformer les activités, c'est conforter tout le monde dans une nouvelle façon de faire. Et ça, c'est pas facile. Ce qui est recommandé, c'est d'impliquer les ressources humaines et les départements de communication ou bien les départements, les personnes qui sont chargées de la communication dans l'entreprise, dans les revues des activités et régulièrement mettre en lumière les actions d'amélioration et les acteurs engagés, même si c'est des petites actions. Et je recommande aussi d'organiser tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, ça dépend plus ou moins régulièrement, des mini-événements de reconnaissance et de félicitations aux employés qui ont mis en place des actions d'élimination de gaspillage, de réduction de coûts, d'amélioration ici par là. Donc, et après un début de maturation de la culture, à peu près, je dirais 2 à 3 ans, il faut insérer les objectifs d'amélioration continue. Après, je dirais 2 objectifs individuels, les objectifs individuels de chaque employé. Donc, vous allez vous rendre compte que tout au processus de la gestion du changement, nous avons déjà atteint les 16 étapes, nous avons déjà parlé des 16 étapes favorables, majeures de la gestion du changement. Il est tout le temps question de clarification, revenir
à la clarification. Pourquoi? Pourquoi? Clarifier les choses. Clarifier, aller sur des faits et non sur des généralités. Aller sur des KPI, sur des éléments chiffrés. OK? Aller sur des faits et sur ce qui est attendu de manière factuelle. Clarifier les choses. La deuxième chose, c'est la collaboration. Lutter contre tout, lutter, et ça c'est naturel aussi pour les managers ou bien pour les managers de services, lutter contre toute action, tout, je vais dire tout ce qui est action de silo fermé, je ne veux pas parler à l'autre. Et pour créer souvent ces éléments de collaboration-là, c'est de faire même des équipes mixtes entre départements, des équipes mixtes de cercles de réflexion. Favoriser la collaboration et mettez toujours au centre l'objectif et l'intérêt. Mettez toujours au centre l'objectif. Donc, c'est ça la communication, c'est très important. Vous devez travailler sur votre communication interpersonnelle. C'est important, la gestion des conflits et la communication d'ensemble même. Ça, ce sont des éléments sur lesquels vous devez vous appuyer pour pouvoir conduire efficacement le changement et créer la culture en mettant en place des routines régulières, des routines, des routines, des routines. C'est comme ça qu'on crée la culture. Donc, même dans le processus de gestion et de conduite du changement vers une culture d'amélioration continue, il faut donc avoir pour les leaders de changement, les managers, les consultants, tout le monde, acceptez, ayez l'humilité aussi de vous améliorer dans votre démarche. Aucune démarche n'est figée. OK? Soyez patient envers les autres et envers vous-même, tout en observant, en ajustant et en restant dans la dynamique. Soyez patient. La patience. Le changement n'est pas évident. Il y en a même qui veulent changer, mais qui n'arrivent pas à changer. Et ça aussi, je l'ai observé, non seulement dans mon expérience en tant que manager de changement et d'excellence opérationnelle, mais aussi en tant que manager opérationnel dans un service. Patience quand tu vas apporter quelque chose de nouveau. Ça fait 1 an que j'ai changé de fonction et j'ai dû observer ça aussi parce que quand tu viens avec une nouvelle dynamique, les gens, c'est pas évident. OK? Il y a cette étape du changement-là. Mais je peux vous assurer que je suis très heureuse aujourd'hui parce que la mayonnaise a pris. Parce que j'ai été patiente envers les autres et envers vous-même. OK? Et sur ce, je vous remercie. Sachez d'abord que le changement commence par nous. Si rien ne change en nous, rien ne changera autour de nous. Et je vous remercie pour votre attention. La parole est donnée à qui veut la prendre. Merci à tous. Est-ce qu'on est encore avec moi? Bien sûr. Avec vous. Nous sommes avec vous, madame. Nous sommes avec vous. OK. Bon, j'espère avoir été suffisamment explicite et je suis disponible à prendre toutes les questions. Et je souhaiterais que ce soit un moment d'échange, de partage aussi, hein, de partage, parce que je sais que dans le panel, je vais dire dans l'assistance, il y a aussi des managers, il y a des consultants, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, ils peuvent aussi me partager leur expérience dans la gestion du changement. Donc, voilà. Wow, c'est bien mieux là. J'ai trop bien expliqué au point où il n'y a pas de questions. Allô? Peut-être que le cours était trop bien clair et tous Peut-être les le élèves cours ont est trop bien compris. clair. Et tous OK. les élèves ont compris. Tous les élèves ont compris. J'aimerais quand même avoir des réactions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont levé la main? Allô, Je Madame laisse Nana. là. Allô? Madame Nana, est-ce que vous pouvez arrêter le partage déjà? Ah, d'accord. OK. Et félicitations déjà pour la brillante présentation. Merci. Allô? Voilà. Oui. Oui, Monsieur Dako. Voilà, bonsoir et merci beaucoup, Madame Nana, pour cette présentation qui a été très claire. En fait, D'accord. je voulais juste, je ne sais pas si c'est une question ou bien si c'est un petit apport par rapport au Mhm. changement, parce que je Mhm. crois quand même que il est important, lors de la préparation du changement, de penser aux risques
liées au changement parce qu'un changement peut aussi avoir des aspects négatifs. Et pour cela, je crois quand même qu'il est important d'évaluer les risques liés au changement, de penser aux contre-mesures pour éviter tout simplement de sombrer dans les aspects négatifs pendant ce changement parce que si jamais le changement ne réussit pas, cela risque d'être fatal à l'organisation. Donc c'est juste un petit élément que j'ai pensé juste ajouter à ce que vous avez dit. Ok, merci, Monsieur Dako. C'est bien, Monsieur Dako? Oui, c'est Dako, bien, monsieur. Monsieur Ouais, Dako, merci. exactement. Merci pour votre rapport, merci pour votre partage. Effectivement, il n'y a pas de changement sans risque. Il n'y a pas de changement sans risque. Et effectivement, si euh, le risque n'est pas bien géré, n'est pas bien maîtrisé, il y a un effet contraire qui peut se produire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que généralement, surtout pour la question de culture d'amélioration continue, surtout pour la question de culture d'amélioration continue, quand on va vraiment vers, parce que là, je parle de la gestion du changement vers la culture d'amélioration continue, quand on décide vraiment de mettre cela en place, c'est que l'entreprise a un problème l'entreprise a un problème qu'elle doit résoudre, un problème de fond qu'elle doit résoudre. Donc, il est absolument nécessaire que cela réussisse. Les risques, c'est les risques de désengagement, ou bien c'est les risques de non-appropriation simplement de la culture ou bien de la démarche. Et c'est donc de rester dans la pérennisation de la problématique à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Et si dès le départ, la raison, le pourquoi est bien expliqué et bien conduit, naturellement, il y a un risque, mais il est difficile que l'effet inverse se produise. De mon expérience, l'effet inverse se produise ou bien que ça devienne catastrophique. Si les étapes sont très bien suivies, comme je vous l'ai expliqué, avec l'implication de tous et la patience, ça minimise, je pense que ça minimise au maximum les risques d'échec de la mise en place de cette culture-là. Mais c'est un bon point à prendre. Merci pour votre rapport. Merci beaucoup. Et Madame Nana, il y a Monsieur Nanfa qui a levé la main. Oui, Monsieur Lanfac, je vous écoute. Je sais pas qui est administrateur. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je ne sais pas trop, excusez-moi. Oui, merci déjà pour la présentation. Donc, je suis Nanfak, le responsable de l'entreprise pépinière Semences d'Avenir et membre de la CAPA. Nous sommes installés à Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun, et on agit dans le secteur de l'agriculture, de Oui, monsieur. l'alimentation et de la santé. Voilà, donc je D'accord. voudrais faire déjà un petit ajout et ensuite poser une question. Mhm. Ça, c'est essentiellement au niveau de la démarche de changement par rapport à l'importance et à l'urgence que le changement impose dans le management qu'on est en train de mettre en entreprise. Alors, l'expérience de gestionnaire montre qu'il y a des choses pour lesquelles la démarche de changement demande une éducation, où on va prendre du soin d'expliquer au personnel comment ça se passe, etc. Mais il y a aussi des situations où la demande de changement passe plutôt par la démarche des obligations, où on Mhm. dresse la nouvelle ligne à suivre et on donne un délai très court à tout le monde pour s'arrimer à ça. Surtout quand on regarde l'ampleur du risque qui est lié au non-changement. Mhm. Mhm. Donc, on peut introduire une variable à l'intérieur, c'est l'importance du changement vu dans le sens de l'amplitude des bénéfices ou des dégâts que l'entreprise peut subir si l'opération de changement ne se met pas en place. Mhm. Et Je vous comprends. ça peut avoir une belle orientation sur le truc. Et puis, au niveau où on doit choisir le changement par une approche un peu progressive,
Alors, une des choses que je trouve assez intéressant, c'est qu'il faut véritablement connaître son personnel au sein de l'organisation et regarder dans la liste des besoins que le personnel essaye de satisfaire via l'organisation, les besoins qui sont les plus limités dans l'échelle de satisfaction possible. Je vais prendre un cas simple pour expliquer ça. Si vous avez en entreprise une personne dont le besoin le plus limité pour lui, c'est-à-dire ce qu'il estime ne pas avoir en la quantité qu'il faut, c'est le salaire. La modification de salaire sera susceptible de créer un peu le plus grand changement pour lui. Et chez une personne dont le besoin le plus limité, ou disons le plus limitant, pour lui, c'est par exemple son cadre de travail. C'est une personne qui aime peut-être une certaine solitude. Si vous arrivez à aménager son bureau à lui, il va avoir une forte propension à changer sur un certain nombre donné de choses allant dans le bon sens. Donc, je pense aussi on peut davantage regarder ça pour comprendre réellement les besoins pour lesquels les gens sont au sein de l'organisation et quel est le niveau de satisfaction de chacun de ces besoins. Ça peut permettre d'identifier les leviers sur lesquels on peut optimiser les démarches de changement en sachant que chez tel on agira de telle manière, ça peut créer un plus grand effet, et chez telle autre personne, on agira de telle autre manière, ça peut créer un plus grand effet. Alors là, je reviens donc maintenant avec la question. Vous avez soulevé le fait qu'il faut mesurer, utiliser au quotidien les KPI et procéder donc à une mesure permanente de ça pour Mhm. savoir si les changements commencent à se mettre en place. Est-ce que ça permet réellement à l'affaire de progresser? Je profite donc pour poser un besoin si est-ce qu'il existe des outils numériques qui permettent au quotidien de faire un certain rapportage d'activités et les performances que les gens réalisent dans les opérations de production, de manière à ce que, au bout, par exemple, d'une certaine période, ça nous génère un rapport qui est presque automatique pour une tâche donnée et qui permet de comprendre au cours de la période comment la performance a évolué, de sorte à ce qu'on puisse ressortir telle chose qu'on a fait à tel moment, ça a entraîné telle amélioration sans avoir besoin de trop écrire. Ok, très belle contribution et très belle question, Monsieur Nanfak. C'est bien Monsieur Nanfak, oui, Monsieur Nanfak, ça fait. J'ai apprécié Oui, c'est Monsieur vos... Nanfak. Oui, oui. J'ai apprécié votre argumentaire, vos analyses. Et aussi, vous avez une question assez intéressante, très pertinente. Déjà, je suis d'accord avec vous quant au fait d'appliquer souvent des obligations. Alors, des obligations pour apporter un changement urgent face à une situation urgente qu'il faut changer immédiatement, sinon la situation de l'entreprise peut se dégrader rapidement. Et ça, c'est dans le cadre du management de tous les jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la démarche d'amélioration continue, la culture d'amélioration continue ne vient pas euh, dissocier ou bien enlever ce que le manager doit faire, c'est-à-dire le manager qui a le travail de diriger, de coordonner tous les jours et de coacher et de prendre des décisions pour que pour que les objectifs et les résultats quotidiens ou hebdomadaires soient atteints. Ça ne retire pas ça. Et en ça, le management de tous les jours n'est pas la mise en place d'une culture d'amélioration continue. Aujourd'hui, on décide de mettre en place une culture d'amélioration continue dans les organisations où effectivement c'est les choses qui se faisaient. Mais on a décidé de mettre en place une culture d'amélioration continue. C'est une forme de management. C'est pour ajouter au management de tous les jours cette forme d'implication des collaborateurs, cette forme d'environnement et d'état d'esprit de satisfaire, pas de satisfaire, de mettre en place un certain état d'esprit dans ce qu'il y a lieu de faire. Dans la culture d'amélioration continue, vous allez vous rendre compte que si elle est bien appliquée et si l'entreprise est suffisamment mature ou le service est suffisamment mature, on n'aura même plus besoin d'obliger certaines personnes à faire certaines choses parce que ça ne va même pas arriver dans le sens où les collaborateurs seront suffisamment matures et engagés au point où, comme on a créé un esprit d'équipe, on est tous engagés vers un objectif qui est connu de tous. On est dans un environnement où effectivement, on est coaché régulièrement, on est sensibilisé régulièrement, on est tous engagés là.
ça ne va même plus arriver. Et pour moi qui suis manager opérationnel, aujourd'hui, c'est ma bataille de tous les jours et je peux me réjouir du fait que de plus en plus, je vois les collaborateurs aujourd'hui qui viennent me proposer des choses, qui viennent me dire des choses, qui viennent m'alerter sur des choses. C'est-à-dire même des décisions que je veux prendre, ils me disent, Madame, est-ce qu'il n'y a pas ci, est-ce qu'il n'y a pas ça, est-ce qu'on ne pourra pas faire ça? Et c'est un travail de longue haleine. Donc, je comprends effectivement que dans le management de tous les jours, le manager, le leader ou bien le responsable a le devoir de prendre des décisions, mais il est important à ça d'appliquer ou d'intégrer la culture d'amélioration continue au sein de votre équipe, au sein de votre organisation. Maintenant, concernant l'identification, la connaissance de son personnel et l'identification de ses besoins pour pouvoir savoir sur quel levier agir pour mieux le satisfaire. De mon expérience à moi, le salaire, vraiment, ça ne dépend pas de nous totalement. Ça ne dépend même pas du chef d'entreprise. Quand on fixe le salaire d'un collaborateur ou d'une personne, ce sont des éléments qu'on a regardés pour pouvoir rendre l'entreprise rentable. Oui, le salaire peut être un élément de motivation, mais il est d'une durée très limitée. Ce dont les collaborateurs ont besoin, c'est de confiance, c'est d'un environnement sûr, c'est d'un environnement qui se développe, c'est d'un environnement où il est reconnu, c'est d'un environnement où, quand on a atteint des objectifs, on peut plus ou moins lui donner une prime, un bonus, le récompenser d'une manière ou d'une autre. C'est d'un environnement où il y a de la transparence. C'est d'un environnement où il y a de la vision, il y a de la clarté sur l'évolution de comment est-ce que je peux devenir demain. C'est de ça que les salariés ont aussi besoin, ont le plus besoin. Effectivement, il y a des gens qui veulent un cadre de travail. Ça fait un meilleur cadre de travail. Tout dépend de l'entreprise, tout dépend de l'organisation dans laquelle tu te trouves. Quand tu es dans une PME, tu peux pas être... Vous ne pouvez pas... En fait, je dis ça parce que moi aussi, j'ai une petite unité de production. Mes collaborateurs ne peuvent pas m'exiger d'aller acheter un fauteuil qui coûte 60 000. Comme moi, je peux demander dans mon organisation, on va m'acheter un fauteuil qui coûte 60 000 francs. Disant que non, en achetant ce fauteuil de 60 000 francs, ça va améliorer mon cadre de travail. En fait, on parle d'amélioration à faible coût. On a besoin d'être dans un environnement sûr et on n'a pas besoin forcément de trop dépenser ou bien, je ne sais pas. On a besoin d'être dans un environnement de travail propre. On a besoin d'être dans un environnement de travail sécurisé, sain. On a besoin d'être dans un environnement de travail où on peut agir facilement, on peut avoir les informations facilement. Je peux être assise sur une chaise qui coûte 10 000 francs et je suis plus à l'aise que quelqu'un qui est assis sur une chaise qui coûte 100 000 francs. OK? Et c'est la raison pour laquelle, à la base, il faut cette communication régulière là, sur l'évaluation de nos besoins en amélioration et la priorisation. Il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Je ne vais pas vous mentir que dans mon expérience de la conduite, de l'amélioration, et même aujourd'hui, ce n'est pas comme dans mon expérience, même aujourd'hui, je fais savoir à mes collaborateurs qu'ici, on a besoin de ça, mais on ne peut pas encore se le permettre. On ne peut pas se le permettre, mais ce n'est pas ça qui va. On peut agir autrement pour pouvoir atteindre certains objectifs qui vont nous donner plus de résultats et qui vont donc demain nous permettre d'acheter ou bien d'acquérir ce dont on a besoin pour pouvoir être un peu plus confortable ou un peu plus rapide dans l'exécution de nos opérations. Donc, c'est un peu ça, mais ça demande effectivement une collaboration et une cohésion d'équipe très importante et une transparence dans le management du leader et du manager qui l'applique. Et ça n'enlève effectivement pas le fait que chacun a ses besoins. Ça n'enlève pas. Mais on ne va pas rentrer dans la satisfaction des besoins personnels de chacun, des spécificités de chacun. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de définir notre vision, c'est de définir nos objectifs, c'est de définir ce qui est nécessaire, prioritaire, important, primordial pour la sûreté et la sécurité de l'environnement dans lequel nous travaillons. Et là, nous pourrons aller. Et pour ce qui est de la troisième question, j'espère que je vais finir mon intervention et là, tu pourras me dire si vous êtes satisfait de mes réponses. Concernant des KPI ou bien des modèles qui permettent de lier les améliorations mises en place à l'amélioration des objectifs de l'entreprise, ça dépend des entreprises. Pour ce qui me concerne,
par secteur, par département, c'est-à-dire au département logistique. Le département logistique a ses KPI et le travail qui a été fait a été personnalisé au département logistique par rapport aux améliorations qu'ils avaient mises en place et qui a pu améliorer leur KPI. Le département métier, le département service, ou bien le département commercial n'ont pas les mêmes KPI et n'ont pas les mêmes éléments de liaison, ou bien les mêmes calculs de liaison d'une amélioration à un résultat plus intéressant ou bien plus performant de ce service-là. Donc, il n'y a pas quelque chose de figé, il n'y a pas quelque chose de lié. Vraiment, ça se fait, c'est taillé à l'organisation, c'est taillé au service, c'est taillé à ce qui définit comme indicateur de performance des opérations faites dans un département bien précis. Mais ça, il n'y a pas de modèle standard, mais on les crée en fait. On les monte, on les conçoit. Mais à la fin de la journée, effectivement, on réussit toujours le challenge. Le challenge, effectivement, dans les activités d'amélioration continue, c'est de lier toutes ces améliorations-là à la performance globale de l'entreprise. Mais c'est possible, ça se fait. Donc, voilà pour mes réponses. Alors, Madame Nana, merci. On a une autre question dans le chat qui vient du professeur David Jaurès Foussa, chef du département de mathématiques de l'université de Berthois, et dont nous avons le privilège d'avoir comme consultant Kaizen, le plus haut gradé parmi les consultants Kaizen. Alors, il dit, nous avons remarqué que les petites structures ont beaucoup de peine à aboutir à l'identification du besoin de changement et pourtant son existence est quasi certaine. Comment vous y prenez avec elles, avec ces petites structures-là qui ne prennent pas conscience du changement? Comment pensez-vous que vous pouvez vous y prendre pour les amener à s'engager, à prendre conscience et à s'engager dans ce processus de changement? Très bonne question, professeur. Professeur David Jaurès Fotsa Mbonye, c'est bien ça? Oui, c'est Ok. bien ça. Bonsoir à tous et Oui, merci pour bonsoir. cette brillante présentation. Merci, professeur. Alors, comment s'y prendre pour faire prendre conscience aux PME, aux petites structures du besoin de changer, du besoin de mettre en place une culture d'amélioration continue ou bien une culture Kaizen? C'est bien ça. Alors, la mise en place d'une culture d'amélioration continue ou bien d'une culture du changement repose d'abord sur l'état d'esprit du chef d'entreprise. Ça, c'est une vérité. L'état d'esprit du chef d'entreprise. Et si vous êtes en face d'un chef d'entreprise qui ne perçoit pas une problématique dans son entreprise, quoi que vous lui disiez, il risque de dire que pour le moment, je n'en ai pas besoin parce que j'ai mon objectif. Tout dépend de l'objectif de chaque chef d'entreprise. Maintenant, toi, en tant que consultant Kaizen, il est possible que tu lui fasses prendre conscience des résultats beaucoup plus importants et différents si jamais on apportait un certain type de changement. Alors, quand vous parlez d'identification du besoin de changer, c'est changer pourquoi? C'est changer vers quoi? C'est ce qu'il faut d'abord savoir, monsieur le professeur Mbonye. Identifier de changer quoi exactement? On a dit identifier le besoin de changer. Il faut identifier le changement vers une culture d'amélioration continue. Il y a le changer les process. Il y a changer je vais dire les sources d'approvisionnement. Donc, tout dépend. C'est quand tu lui fais prendre conscience d'un résultat plus important ou bien d'une conséquence dont il n'a pas conscience, d'une conséquence dont il n'a pas conscience, que finalement, il peut changer. Vous pouvez aller en comparaison d'eux. Vous pouvez lui faire prendre conscience du potentiel qu'il a. Quand je parle du potentiel, ça peut être du potentiel humain, ça peut être du potentiel géographique dans lequel il se trouve, ça peut être du potentiel de positionnement. Ça dépend, ça dépend.
Et vous lui dites que, mais avec tout ce que vous avez, est-ce que vous savez que vous êtes capable, si vous faites ci ou si vous faites ça, d'atteindre ce niveau? Donc, c'est dans ce type d'échange-là qu'il peut s'exprimer ou bien il peut s'ouvrir, il peut prendre conseil, ça peut commencer à tiquer dans sa tête, il se dit que oui, tu as raison. Donc, ça demande déjà une certaine connaissance de son secteur d'activité, une certaine prise de conscience réelle, connaissance de ses problèmes, de ce qu'il peut gagner, des conséquences que vous observez et et de votre force de persuasion qui peut finalement lui faire prendre conscience du fait qu'il doit appliquer un changement. Mais quand vous demandez d'appliquer un changement, soyez spécifique et précis sur le changement à apporter et soyez spécifique et précis sur le résultat que cela peut apporter. Et ce que je voulais dire à la fin, c'est que pour les consultants Kaizen, pour les personnes qui vont faire des prestations, il faut apprendre les notions de vente et de persuasion. C'est très important d'attirer l'attention de votre, entre guillemets, client. J'espère avoir répondu à votre question, professeur. Ok, merci. David, ce sera suffisant, c'est mon prénom. Et merci pour David, cette réponse. Alors, merci. Madame Nana, il y a Monsieur Tabi Joachim qui a levé la main. monsieur, Tabi. désolé. Monsieur Tabi Joachim. Ok, allez-y, monsieur Tabi Joachim. Je suis désolée, je suis pas très zoom, je suis plutôt, mais c'est plus ou moins pareil. Allez-y, personne qui a levé la main qui pose la question. Ok, bonsoir à tous. C'est bon. Monsieur Dengue, Tabi Joachim, c'est bon, allez-y. Oui, merci Madame Nana pour la présentation de ce soir. Ma question, elle porte en fait sur une situation qui va arriver aux consultants Kaizen, notamment quand on tombe sur une entreprise qui a un très grand turnover, c'est-à-dire que on a un personnel qui change régulièrement. Et donc, cela vient justement d'une expérience où je suis allé proposer des services à une PME et la réponse du chef d'entreprise, du leader, a été de me dire qu'il ne voyait pas la pertinence de la prestation qui était justement dans une logique un peu de changement, d'amélioration continue, parce qu'en fait, il estimait que son personnel à 60-70% est changé régulièrement. Pour donner un peu le secteur d'activité, c'est le secteur de la boulangerie. Et donc, il disait qu'il a un noyau, quelques, je dirais, on peut parler de manager, mais les personnes qui sont, par exemple, au four et au moulin, les hôtesses d'accueil dans les rayons et tout ça, c'est un personnel très fluctuant. Donc, je voulais savoir si vous avez une idée comment on peut mettre en place une culture d'amélioration continue dans une entreprise qui a un fort turnover, un changement régulier d'équipe. D'accord. Merci pour votre question, monsieur Tabi Joachim. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'il perçoit ça comme un problème? Oui, Est-ce oui, que en fait, il a problème? perçu. Oui, en fait, il a perçu cela comme un problème parce que, en réalité, bon, pour donner encore plus de contexte, c'est une entreprise qui a été victime d'un scandale sanitaire. Alors, j'allais leur proposer des services sur le 5S pour essayer d'améliorer justement la qualité opérationnelle et autres. Mais il Mhm. m'a fait savoir que lui, son problème principal, c'est pas qu'il ne veut pas la formation 5S, mais le problème est que il va faire cette formation à une équipe qui risque d'être changée parce que plusieurs personnes seront parties et qu'il faudra recommencer. Donc voilà D'accord, un peu la situation. d'accord. Est-ce que vous lui avez posé de savoir, vous lui avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que les gens partent? Euh, je n'ai peut-être pas creusé jusque très profondément quelle était la principale cause, mais il m'a fait savoir, comme beaucoup d'entreprises que nous accompagnons,
nous nous rendons compte que beaucoup évoquent souvent le fait que les gens qui viennent travailler sont en quelque sorte un peu en mission. Aujourd'hui, dans les PME, on a un type de personnel qui vient parce que tout le monde est un peu attiré par l'entrepreneuriat. Et donc, Mhm. les petits métiers, entre guillemets, servent juste à constituer un capital pour Mhm. s'engager en fait individuellement dans une activité Mhm. entrepreneuriale. Donc, Mhm. c'est le constat que lui, il a fait. Il a justement un type de personnel, des saisonniers qui viennent juste pour constituer en fait un capital. Mhm. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il veut trouver une solution à ça? Est-ce qu'il a un besoin, euh, est-ce qu'il a un besoin est-ce qu'il a un besoin d'une solution qui lui permette de garder ces saisonniers-là? Est-ce qu'il t'a exprimé ce besoin? Il a exprimé ce besoin, je dirais de manière indirecte. C'est-à-dire que pour lui, c'est d'abord ça qu'il faut résoudre avant de mettre en place une démarche 5S. Il m'a demandé de mener en place une réflexion qui peut justement permettre de stabiliser ses équipes. Et c'est pour ça justement que j'essaye d'avoir un début d'idée à travers notre échange ce soir. D'accord, ok, c'est bien. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de faire ce qu'on appelle un current situation analysis. Isidore, comment dire, de catégoriser et de donner un persona, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça en termes simples? Un avatar. Voilà, un avatar de type de personne qu'il recrute et d'identifier Oui, Madame Nana. qui, oui, monsieur, oui, monsieur Kemabou, et d'identifier quel est le type de Non, collaborateur ou bien, oui, monsieur Kemabou, non, non, vous non, m'écoutez? j'ai juste dit OK, je ne peux rien d'autre. Merci. Ah, d'accord, ok. Quel est le type de collaborateur est-ce que il faudrait qu'il recrute? Mais à côté de ça, il faut lui faire savoir que un collaborateur, il veut dire une personne qui vient, dépendamment de l'environnement dans lequel il travaille, peut décider de rester, même s'il avait pour ambition de venir juste se constituer un petit capital et partir. Il est possible que de par son management, de par le système de gestion, de par l'environnement, de par l'ambiance, il peut finalement décider de rester. Tout dépend d'identifier les leviers sur lesquels il peut agir pour garder les personnes. Peut-être que ça peut être qu'ils disent, tout dépend maintenant de combien est-ce qu'ils payent ces personnes-là, et même s'ils payent ces personnes de manière dérisoire. Ça peut être que le type de collaborateur ou bien le type de personnes qu'ils recrutent, naturellement, sont des personnes qui ne vont pas rester. C'est-à-dire de manière culturelle et liée à l'âge, la culture. Je ne suis pas professionnelle des ressources humaines. Pour ce genre de choses, je vais voir un professionnel des ressources humaines. Je lui ai dit, ne recrute pas ce genre de personnes. Pour ton activité, voilà l'avatar, voilà le profil. Voilà, c'est le terme que je cherche depuis. Voilà le profil de personnes qu'il faut recruter. Voilà le profil de personnes qu'il faut recruter. Et une fois que tu les as recrutés, il faut les mettre dans un environnement où on les implique, où ils se sentent valorisés, où on les paye, peut-être même dans le système de rémunération. Il faut voir comment est-ce que quand tu as des profits, tu leur donnes un peu plus. Bon, c'est vrai que tu vas me dire que, OK, ils vont recevoir, mais ils vont se faire de l'argent et ils vont toujours partir. Personnellement, je dirais que il faut d'abord travailler sur le type de profil de personnes qu'il faut qu'il recrute, qu'il ne recrute plus le même type de profil de personnes s'il veut vraiment garder les personnes et qu'il revoie son système de gestion et de rétention des salariés en interne. Et naturellement, mettre en place une culture d'amélioration continue serait quelque chose de très bénéfique pour lui dans le sens où les personnes vont, tu vas même dire qu'à un moment donné, on va faire des rotations de responsabilité. Les personnes vont se sentir responsables, engagées et valorisées. Les gens ont beaucoup besoin de valorisation, énormément besoin de valorisation. Et quand tu es un chef d'entreprise et que tu crées ce n'est pas vrai dans l'absolu, hein, ce n'est pas vrai en 100%, mais que tu crées je veux dire cet environnement ou bien cette ambiance où les collaborateurs sont impliqués
et sont valorisés régulièrement, même quand ils partent, ils ont tendance à revenir. Je parle par expérience parce que moi aussi, je dirige une petite PME. Il y a des personnes qui sont parties, mais elles veulent revenir aujourd'hui. Elles disent que s'il y a de la place, elles aimeraient encore revenir. Parce que les gens qui veulent souvent faire leur... Et on ne peut pas empêcher les gens de venir, de venir constituer leur capital et partir. Ça ne peut pas être la raison pour tous ceux qui sont partis. Ça ne peut pas être la raison commune pour tous ceux qui sont partis. Donc, il doit identifier, il y a un travail de fond d'identification des raisons pour lesquelles les gens partent et définir un profil de personne, le type de profil de personne qu'il faut désormais recruter pour son type d'activité. C'est la réponse que je peux apporter à ça. Madame Nana, je peux apporter une contribution? Oui, oui, monsieur Kemaou, vous qui êtes aussi dans le, dans la même problématique, on se connaît. Voilà. Donc, je dirais justement que les arguments que excusez-moi. Voilà, que les arguments que M. Joachim, que cet entrepreneur donne, sont plutôt justement des arguments qui devraient permettre à M. Joachim de mieux le convaincre. Parce que c'est justement, il a un noyau d'employés. Comme il dit, le monsieur a déjà un noyau d'employés, mais les opérationnels partent. Et je pense que la gangrène est dans le fruit. Ce noyau d'employés pratique-t-il déjà l'amélioration continue? Est-ce que le manager lui-même est même conscient de ce dont il est question? Et on sait très bien que si on met en place une politique, un système de management par l'amélioration continue, on crée les conditions pour être capable de fournir un bon résultat, même si les employés changent, parce qu'il y aura des procédures, il y aura un certain nombre de choses qui sont formalisées, bien organisées, de manière à ce que même si un nouvel employé vient, il produit d'une certaine manière. Donc, et en le faisant, lorsque les employés, le noyau qui est là, va bien comprendre la démarche, le chef d'entreprise lui-même va bien comprendre la démarche, automatiquement, ça va changer leur perception et leur manière d'encadrer les autres employés et le taux de rétention des employés sera plus élevé. Donc, moi, je crois qu'il faut plutôt, lorsqu'on doit vendre une prestation, avoir suffisamment de recul pour adapter la prestation au contexte de chaque entreprise. Parce que si il est juste question de vendre de 5S, évidemment, c'est la bonne gestion de l'espace physique, du matériel, des ressources du travail. Mais si on n'inscrit pas ça dans la culture de l'entreprise, dans la culture des managers, parce qu'on sait très bien que le troisième et le quatrième S, j'allais dire le quatrième et le cinquième S, que sont la standardisation et le suivi, relèvent du management. Donc, ça veut dire que si les managers, les personnes qu'il a en permanence et lui-même en tant que manager n'intègrent pas sa culture, ils ne peuvent pas penser que les autres qui partent, c'est parce qu'ils sont venus en mission. Et ça devrait donc plutôt être un argument solide qui devrait aider le consultant à davantage démontrer au chef d'entreprise son apport dans le fonctionnement qui est celui de l'entreprise. Et la dernière composante que je voudrais donner, et que Mme Nana va me dire si elle confirme ou pas, c'est que lorsqu'on veut impulser le changement en entreprise, on doit être soi-même un modèle de changement. Donc, si les managers, le noyau qui est là, et le chef d'entreprise lui-même ne peuvent pas avoir déjà une démarche, un esprit d'amélioration continue et des pratiques qui sont participatives, qui sont inclusives, qui sont ceux des mesures des résultats, qui sont ceux de la continuité, qui sont ceux des bonnes pratiques, des réductions des coûts et de la standardisation des bonnes pratiques. Malheureusement, ils ne peuvent pas s'attendre à ce que les employés saisonniers et autres qu'ils prennent viennent être meilleurs qu'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas être plus royalistes que le roi. Donc, il est important que ça commence par eux-mêmes. Donc, ça, c'est mon avis là-dessus. Je confirme, M. Kemaou, totalement aligné sur le leadership par l'exemple. Vous ne pouvez pas exiger quelque chose de vos collaborateurs, d'une organisation, des personnes, si vous-même, vous n'incarnez pas la même chose. C'est voué à l'échec immédiatement. Et c'est la raison pour laquelle il est rappelé régulièrement dans nos présentations que si les choses ne changent pas en nous, rien ne changera autour de nous. C'est naturel. Ok, merci beaucoup pour ces réponses-là. Je pense que je pourrais les utiliser pour la suite. D'accord.
OK. Alors, Merci mais- beaucoup, Madame Nana. ok. Je crois qu'il est 20h38. Et comme Mhm. la gestion Kaizen, l'amélioration continue, c'est aussi le respect du timing. Mhm. Alors, quel va être votre mot de fin par rapport à cet atelier? Mon mot de fin, merci M. Kimaru pour ce rappel. Mon mot de fin par rapport à cet atelier, c'est de faire savoir à chacun d'entre nous que le changement est quelque chose de... La culture du changement. Là, je parlerai maintenant de la culture du changement. Se défier tout le temps, se challenger régulièrement, rentrer dans quelque chose de nouveau est quelque chose, va être quelque chose de bénéfique pour nous, tant dans notre croissance personnelle que dans notre contribution à la croissance des organisations dans lesquelles nous allons intervenir. Il y a beaucoup plus de bonheur, il y a énormément de bonheur à voir des personnes se transformer, il y a énormément de bonheur à voir des organisations se transformer, mais surtout avec moins de douleur. Parce que comme il a été dit en début de ma présentation, il faut toujours être prêt et il faut être prêt non seulement pour aujourd'hui, mais il faut être prêt pour l'avenir. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que prenez conscience et connaissance de toutes les soft skills qui sont nécessaires, qui sont requis pour pouvoir gérer le changement. Et ces soft skills-là vont vous permettre de gérer tout autre type de situation dans la vie, que ce soit en situation de management normal, que ce soit en situation de gestion de conflits dans la société, n'importe quelle situation, les soft skills liés à la gestion du changement sont des soft skills essentiels pour pouvoir se maintenir dans l'environnement et dans la vie dans laquelle nous évoluons. Euh, je vous encourage, euh, je vous encourage vivement à décider vous-même de vous donner un challenge de changement, de gestion de changement, parce qu'à travers ça, lorsque vous aurez atteint l'objectif, vous verrez que vous aurez gagné énormément et nous aurons rempli notre mission de notre association naturellement de contribuer à l'amélioration de la qualité, de la productivité et de la transformation de nos organisations et de notre société. Donc, je vous remercie infiniment. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs pour Madame Nana pour cette brillante présentation? Personnellement, j'ai beaucoup appris. Et merci beaucoup, Madame Nana. Je suis certain que la CAPA a la chance de vous avoir. Et certainement qu'on reviendra avec une autre thématique pour continuer à partager nos expériences et contribuer à améliorer la qualité et la productivité de toute la société à tous les niveaux, à toutes les couches, aussi bien dans les organisations que dans la société civile, parce que ceux qui vont dans des entreprises pour travailler dans les organisations sortent des familles et des maisons, et nous croyons que depuis la maison, il faut déjà avoir l'esprit de l'amélioration continue. Merci beaucoup et félicitations encore pour cette brillante présentation. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie. Je suis contente de savoir que vous avez été satisfait. Ok. Isidore-san, Oui, Joachim. oui, si tu permets juste 2 minutes, le temps de présenter en fait aux participants le lien d'évaluation qui a été posté dans le chat. Donc, il y a un lien Google Form pour donner leur avis en fait sur le contenu de la formation. Donc, il suffit juste d'aller dans le chat. C'est le dernier lien qui a été posté et ils pourront évaluer après s'être déconnectés. Ça nous permet justement d'améliorer les contenus de formation que nous proposons à la CAPA. Merci. Merci. OK, Ok. merci. Merci Joachim. Je voudrais aussi rappeler à tous ceux qui étaient là que la CAPA, il y a ce qu'on appelle CAPA Kaizen e-learning, qui est un programme de formation en ligne très intéressant qui vous permet d'avoir les bases, les fondamentaux nécessaires pour mettre en œuvre la culture de l'amélioration continue, notamment par le Kaizen et le 5S. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous saisir au travers des mêmes numéros ou des mêmes plateformes par lesquelles vous avez eu l'opportunité d'avoir cette formation, cet atelier. Et nous pourrons comme ça mettre à votre disposition cette formation en ligne qui coûte quasiment rien comparé à la qualité
Et c'est une formation qui est produite depuis le Japon. Et à la fin de cette formation, vous recevez un certificat donné par l'entreprise japonaise qui offre cette formation dans quasiment tous les continents au monde et dans toutes les grandes parties du monde. Donc, en Afrique noire francophone, cette formation est offerte sous l'égide de la Cameroun Productivity Association. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez devenir expert de l'amélioration continue par la démarche Kaizen. Contactez la CAPA et nous mettrons à votre disposition les services et les formations nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut continuer? S'il vous plaît, tous ceux qui sont encore en ligne, allez dans le chat, cliquez sur le lien et évaluez-nous. Ça va nous aider à vous donner le meilleur dans la prochaine session. S'il vous plaît, c'est important. Dans le processus d'amélioration continue dans lequel nous sommes engagés, nous avons besoin de vos feedbacks pour donner le meilleur, pour vous donner le meilleur. Donc, allez cliquer sur le lien et renseignez, donnez votre feedback, s'il vous plaît. Excusez-moi, je peux parler, s'il vous plaît? Déjà, je tiens à vous remercier pour cette brillante présentation, Madame Nana, et également pour cette formation en ligne. J'avoue qu'au départ, je ne savais pas exactement où j'allais, vu que j'ai vu l'information sur Facebook. Mais je trouve la formation très intéressante. J'aimerais savoir si vous n'avez pas un groupe WhatsApp où vous pourrez, je vais dire dorénavant, partager les informations là directement. Madame Nana, je peux répondre? Oui, bien sûr. C'est justement ce que j'allais dire. Voilà. Vous vous êtes inscrit en ligne avant de recevoir le lien, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà. À la fin de l'inscription, il y avait une question. On vous demandait si vous êtes intéressé à rejoindre le groupe WhatsApp pour recevoir les informations. Si vous avez dit oui, on va vous envoyer un lien d'ici demain, en tout cas au plus tard lundi, pour que vous puissiez intégrer le groupe de la CAPA et donc être à jour de toutes les formations et de toutes les opportunités que nous offrons. D'accord. Merci, monsieur. J'avais dit oui. Super. Dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Lundi au plus tard, vous serez déjà dans un groupe de la CAPA. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon, on peut partir? Il y a une faute, non? C'est bon? Ben là, maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne respecte pas le temps. On a arrêté dans le timing. Donc, si quelqu'un veut poser la question, on va toujours la prendre et il ne pourra pas se plaindre. En ce qui me concerne, on va partir. Ok, d'accord. Pas de souci, Madame Nana. De toutes les façons, on n'est plus que satisfait. D'accord, merci.